diplomatie américaine appelle Moscou et Kiev à faire des propositions concrètes. Sinon, eh bien, il se passera ça. Écoutez. Nous sommes maintenant à un moment où les deux parties doivent faire des propositions concrètes sur la façon de mettre fin à ce conflit. La décision de savoir comment nous allons procéder à partir d'ici appartient maintenant au président. S'il n'y a pas de progrès, nous nous retirerons en tant que médiateurs de ce processus. Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous? Bienvenue sur notre chaîne ou bienvenue sur ma chaîne. Alors, une chose qui m'avait interpellé et que je voulais partager avec vous. Vous vous souvenez que les États-Unis ont réussi à faire signer leur contrat avec l'Ukraine. Et donc, je vous avais parlé du cheminement de mon raisonnement à moi par rapport à ce contrat. Je vous avais dit que voilà, au début, ils ont mis le paquet dans l'intermédiation entre l'Ukraine et la Russie parce qu'ils voulaient à tout prix arriver à un accord au plus vite sur les minerais. Voyant que ça n'aboutissait pas, ils ont discuté avec les Russes, comme je vous ai montré. C'était aussi sur cette même chaîne quand l'envoyé spécial de Trump était parti en Russie pour parler avec Vladimir Poutine. À la fin, on avait un moment, on a dit qu'il avait pris le temps de rencontrer des oligarques pour envisager une coopération économique États-Unis-Russie sur les minerais stratégiques que possédait la Russie. Et nous savons que dans les territoires que la Russie est en train de grignoter sur l'Ukraine, elle prend des territoires où il y a des minerais stratégiques. Et en plus de ça, dès que ça a eu des blocages à cause des Européens pour la signature de ces accords-là, Trump est parti se mêler de ce qui se passait à l'est du Congo, un conflit que soi-disant on n'avait jamais réussi à régler, que personne ne savait comment faire mettre fin à cela. En même pas trois semaines, l'envoyé de Trump pour l'Afrique décrète que ceux qui font ça, ceux qu'on n'a jamais trouvé le moyen de les punir, doivent déposer les armes et le Rwanda doit cesser de les aider. Comme par hasard, c'est en train de se matérialiser. Donc, si les États-Unis disent ça et que ça se produit, n'est-ce pas là la preuve que ça a toujours été eux-mêmes qui étaient derrière tout ça? Et donc ici, vous pouvez comprendre aisément pourquoi beaucoup sont sceptiques de voir que l'État du Congo est en train de retourner vers, en fait, la personne originelle qui a créé ce conflit. Parce que les autres pays n'ont jamais rien dit. Les Nations Unies s'y cassent les dents depuis des années. Là, Trump, il arrive. Là où Biden faisait comme s'il ne pouvait rien faire, Obama aussi avait réussi à faire éteindre ce conflit. Mais ça n'a pas duré. Là où Biden faisait comme s'il ne pouvait rien faire, Trump, il est venu. Dès que ça coinçait un peu en Ukraine, il a dit 3 mots. C'est en train presque de se régler à l'est du Congo. Pourquoi ? Parce que ça permettait d'avoir des minerais stratégiques sans avoir à se prendre la tête avec l'Ukraine. Et pourquoi je vous ai dit tout cela? Parce que tout cela vient se concrétiser dans ce que les Occidentaux font très vite ou veulent très vite faire oublier à leur population, parce qu'ils continuent toujours dans la propagande anti-russe, c'est que les Américains, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes analyses, maintenant qu'ils savent que l'Ukraine va signer, ou l'Ukraine a déjà presque signé cet accord, parce qu'il faut encore que ça soit ratifié par le Parlement ukrainien, quand ils vont le faire, quoi qu'il reste de l'Ukraine, ils auront leur argent. Et beaucoup ici ont commenté cela comme si c'était un rapprochement des États-Unis avec l'Ukraine. Mais je rappelle ici, si je me souviens bien, je crois que c'est The Economist qui l'avait dit. Voilà. D'après le journal anglais The Economist, au Vatican, Zelensky a supplié Trump de ne pas se retirer du processus de règlement de la question ukrainienne. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est The Economist. Et bien souvent, les sources anglaises sont beaucoup plus fiables que les idioties que nous attendons sur LCI. Cependant, sur LCI, au moins, ils font l'effort de reprendre tous les faits réels qui se passent au front, même si ils les interprètent et ils les décryptent autrement que par la vérité. Et donc,
Voilà ce que a matérialisé le fait que les États-Unis aient signé leurs accords. Regardez, c'est à peu près le même jour. L'accord a été publié il y a 7 jours. Minerai, accord USA-Ukraine signé. Dès que ça a été signé, voilà aussi ce qui s'est passé concomitamment. Les Américains sont en train de durcir le ton. Ils menacent de cesser leur médiation et désormais ils le disent haut et fort. La diplomatie américaine appelle Moscou et Kiev à faire des propositions concrètes. Sinon, eh bien il se passera ça. Écoutez. Nous sommes maintenant à un moment où les deux parties doivent faire des propositions concrètes sur la façon de mettre fin à ce conflit. La décision de savoir comment nous allons procéder à partir d'ici appartient maintenant au président. S'il n'y a pas de progrès, nous nous retirerons en tant que médiateurs de ce processus. Tout est... Voilà, vous avez attendu. Maintenant qu'ils sont sûrs d'être payés, ils n'ont plus d'argent ni de temps à perdre à courir de deux côtés pour essayer de mettre les deux personnes d'accord. Puisque les États-Unis ont déjà en grande partie ce qu'ils voulaient. Ils savent qu'ils auront des minerais stratégiques à travers leurs accords avec les Russes. Ils savent qu'ils auront des minerais stratégiques en pacifiant la situation à l'est du Congo. Et ils savent que ce qui va rester de l'Ukraine, ils auront encore leur mot à dire ou leur bénéfice à prendre des minerais stratégiques qui resteront en Ukraine. Et donc là, on commence à vous dire que s'il n'y a pas de concret, nous, on va se retirer. Et déjà, de toute manière, nous n'allons plus courir, aller voir les Ukrainiens, aller voir les Russes ou quoi que ce soit. On va se mettre de côté et on va les laisser maintenant ramener des propositions concrètes. Et ceci nous ramène à l'actualité que j'ai relevée il y a quelques heures, que là encore, je n'ai pas encore vu commenter sur... j'ai pas encore vu commenter ici, sur LCI. Voilà, heureusement que je l'ai. C'est ce qu'on rapporte de J. Evans il y a quelques heures. Voilà ce qu'il a dit. Ou voilà ce que rapporte Buzz Plus. Le vice-président américain J.D. Vance a appelé à des négociations directes entre l'Ukraine et la Russie, affirmant qu'un accord pour mettre fin à la guerre de Moscou contre l'État voisin pourrait ne pas être atteint sans un tel format de négociation. Dans des déclarations faites le 7 mai, Vance a déclaré que la Russie demande beaucoup, mais a également suggéré que l'Ukraine ne devrait pas s'obséder sur l'idée d'un cessez-le-feu de 30 jours. Il a dit que les différences sont grandes, mais a ajouté qu'il est optimiste quant aux chances de mettre fin à la guerre. Il n'est pas nécessaire d'être d'accord avec le raisonnement russe sur la guerre, mais il faut comprendre d'où vient ce raisonnement, les pousser à parler de ce qu'ils demandent pour mettre fin à la guerre, a déclaré Vance lors d'un événement à Washington. Les Russes demandent une série de choses, et nous pensons qu'ils demandent trop. La prochaine étape que nous devons franchir est que la Russie et l'Ukraine commencent à se parler. Nous pensons qu'il est peut-être impossible de médiatiser complètement tout le processus sans au moins quelques négociations directes, a-t-il déclaré. Les déclarations de Vance, qui la semaine dernière a déclaré que la plus grande guerre en Europe depuis 1945 ne se terminerait pas bientôt, ont été faites après de grandes attaques de drones entre la Russie et l'Ukraine qui ont eu lieu à la veille du souvenir de la Seconde Guerre mondiale, les 8 et 9 mai. À la fin du mois dernier, le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré qu'il appliquerait un cessez-le-feu de 72 heures du 8 mai au 10 mai et a invité Kiev à faire de même. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré qu'une telle annonce est de la propagande et que la Russie doit accepter un cessez-le-feu de 30 jours, sans condition, conformément à la proposition américaine faite en mars. À l'époque, l'Ukraine avait accepté la proposition américaine, mais pas la Russie. Vance a laissé entendre que l'Ukraine ne devrait pas faire pression pour un tel cessez-le-feu. L'écart entre les positions russes et ukrainiennes est grand, mais je suis optimiste. Nous essayons de nous éloigner de l'obsession du cessez-le-feu de 30 jours. Si les têtes froides l'emportent dans ce cas, nous pourrons arrêter les tueries, a-t-il déclaré. Le Kremlin, qui a lancé la guerre contre l'Ukraine en 2022, a déclaré le si, mais qu'il appliquerait le cessez-le-feu de 3 jours, mais a ajouté qu'il répondrait immédiatement si l'Ukraine menait des attaques. Les responsables américains ont averti que Washington pourrait abandonner les efforts pour parvenir à la paix, si aucun progrès n'est réalisé rapidement. De plus,
l'avenir de l'aide militaire américaine à l'Ukraine est incertain, augmentant la pression sur l'Europe pour qu'elle joue un rôle plus important et offre une sécurité à l'Ukraine. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu long, ce n'est pas vraiment un média classique, ce sont des séquences qui confirment le média et qui sont faits, je pense que par générateur de voix ou quelque chose comme ça. N'empêche que ce qu'il faut retenir ici, c'est le passage à l'acte des Américains. Ils sont en train de petit à petit de sortir de l'intermédiation. Et ils sont en train, une fois de plus encore, de me donner raison. Parce que comme je vous l'avais dit, la seule manière pour l'Ukraine d'obtenir la paix, c'est de contenter les Russes. Et vous voyez dans les choses qu'ils disent que les Russes demandent beaucoup. C'est probablement vrai d'un point de vue ukrainien ou d'un point de vue américain. Mais les choses que les Russes demandent, c'est ce que les Russes ont demandé depuis 2007, je crois, qui a été le premier discours de Poutine au sommet de Munich, où il disait que les avancées de l'OTAN ne respectaient pas les accords qu'ils avaient. Je ne sais pas si Poutine, ses réclamations vont jusqu'à là, mais il veut que on change de gouvernement en Ukraine, on mette un gouvernement légitime qui soit capable de négocier, non pas pour ses propres intérêts, mais pour les intérêts des Ukrainiens, et surtout, qui accepte les conditions de la Russie. Après, je ne sais pas. Eux, ils veulent faire semblant comme s'il n'existe pas de pays où ils font de l'ingérence. Ce qu'on a vu avec ces dernières semaines, les événements comme en Roumanie, c'est que les Européens sont beaucoup plus ingérants dans les affaires de ces pays de l'Est et de tous ces pays de l'Union européenne que la Russie. Et donc, eux, leur préoccupation première, c'était que, soi-disant, les Russes vont faire de l'Ukraine une Biélorussie. Mais en quoi c'est ton problème? C'est les Ukrainiens qui doivent décider s'ils veulent de ça ou non. Comme ils avaient décidé de mettre Zelensky à la tête de l'Ukraine, parce que Zelensky était différent des politiciens corrompus, et qu'il avait promis de ramener la paix dans ce qui était déjà en train de se créer, la scission entre les russophones et les Ukrainiens. Et donc ici, vous voyez que les Américains, petit à petit, sont en train de se dissocier de ça. Ils ont déjà obtenu ce qu'ils avaient à obtenir. Ils savent que quoi qu'il arrive, ils seront les premiers à se servir sur le cadavre ukrainien. Et donc, ils s'éloignent de ça. Quand ça va arriver au moment où ils vont mettre moins d'argent, moins d'armes, et surtout, j'ai appris hier par un ex-espion américain qui souvent a accès à des données qu'il ne publie pas aux yeux de tout le monde, que les Américains en particulier sont en train de perdre en termes de stock d'armes, et c'est pour cela qu'ils livrent de moins en moins d'armes à l'Ukraine pour leurs armes sophistiquées. Ça va au-delà de ce que nous pensons. Les puces nécessaires pour soi-disant les super armes américaines sont en partie fabriquées à partir des terres rares chinoises, et ces terres rares-là, si les Chinois réduisent leur échange et l'accès à ces minerais à ces compagnies, et bien ça devient beaucoup plus difficile pour les États-Unis de produire ces armes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont en train de nous dire que soi-disant la Russie n'arrive plus à produire, mais ce qui est sûr, c'est que l'Occident, et en particulier les Américains, ont de plus en plus de mal à renouveler les stocks de leurs super armes équipées de puces fabriquées à partir des matériaux ou des composants chinois. Et donc, ils renouvellent beaucoup moins vite leur stock d'armes. Ils sont eux-mêmes sous-équipés maintenant parce qu'ils ne peuvent pas refaire leur stock d'armes et continuer à donner à l'Ukraine. Donc, ils ont moins d'armes à donner à l'Ukraine et ils ont moins d'armes en stock. Ils ont dit que ça ne se dit pas, mais que dans les milliers officiels des militaires américains, c'est aussi en partie à cause de ça que Donald Trump veut de moins en moins fournir de l'armement à l'Ukraine. Parce que de l'autre côté, les alliés de la Russie, qui sont la Chine, l'Inde et tous les autres, eux, continuent à produire. Sans compter des Russes qui, dans les choses conventionnelles, continuent à produire. Et donc, nous sommes dans un moment où l'Ukraine et les Européens vont se retrouver acculés. Et apparemment, on n'attend plus parler des Taurus allemands, puisque l'ordre est déjà tombé aux Allemands. Faites pas les idiots, vous n'allez pas livrer des Taurus aux Ukrainiens. C'est pour cela que je vous avais fait une vidéo où je vous disais que, soi-disant, Merz, il est en train de plus ou moins mettre la pression sur la Russie,
et qu'il cherchait la guerre avec la Russie, bon, apparemment, à l'état actuel de l'Allemagne, il ne peut pas se permettre de faire la fine bouche avec les États-Unis. Et donc les États-Unis ont dit niet, parce qu'eux-mêmes, ils savent que les répercussions auxquelles ça pourrait les entraîner. Les États-Unis n'ont pas envie de revoir un scénario de Troisième Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que c'est à cause des différents traités qui lient toutes ces personnes, puisque les États-Unis sont là aussi pour défendre l'Allemagne. L'Allemagne, à la base, est un pays démilitarisé. Et donc, si jamais les Allemands font l'idiot, livrent des Taurus aux Ukrainiens, et les Ukrainiens tapent la Russie tape l'Allemagne, et ben les Américains seront obligés, là, de rentrer en conflit avec la Russie. C'est pour cela, ce sont les Américains qui ont le dernier mot sur ce que va faire l'industrie d'armement allemand. Et donc, tout ça, c'est des choses qui sont liées. Je peux essayer, puisque je l'avais consulté hier, je peux essayer de vous retrouver la vidéo de l'ex-espion américain qui explique ça, qui explique que voilà, nous sommes en train de rentrer dans un moment critique pour les États-Unis parce que les armes ne sont plus à foison, on n'arrive pas à renouveler le stock d'armes aussi vite que on les utilise. Et donc, ça ne va pas être difficile, je l'avais vu hier. Voilà, c'est ça. Ah, heureusement, the US is so écoutez. The world is going through a supply chain crisis. Mm-hmm. One of the biggest things that it's hard to get through the supply chain is semiconductors. So Ukraine has been fighting a war using Western weapons, donated by Western countries. But the weapons that they've been donated are not being resupplied because the semiconductors that are needed to create those next generation weapons are tied up in a supply chain. Wow. So we're sending weapons. UK sending weapons, France, Germany, Poland, everybody's sending weapons that they're not restocking. Or they're restocking at a rate that's slower than what they're sending. So we're depleting our own ability to defend ourselves. Mm-hmm. Meanwhile, China controls the supply chain for most of those semiconductors. So when you do the calculation about what will a future conflict with China look like, will it happen or won't it happen? It's well known inside the US government. It's not a secret. It's just not publicly disclosed often that there is a supply chain shortage of advanced weapons. We've given them all away. Yeah. We're not resupplying them. We're not remaking them at a rate that is enough to defend the homeland. So we have to ask ourselves the question, do we keep sending these weapons to Ukraine? Right. Or do we keep some of these in reserve because we are actually going through a supply chain shortage that's indicative of what we're afraid of having happen if TSMC, if Taiwan's semiconductor manufacturing capability goes under Chinese control. Wow. Voilà. Et donc lui, il est en train de vous expliquer que voilà, il y a un problème de supply chain, je retrouve plus très bien la chaîne logistique. Voilà, il y a un problème de chaîne logistique pour renouveler les semi-conducteurs qui permet de renouveler les stocks d'armes. Et donc au rythme où ça va, et ben l'Ukraine, comme les Européens et les Américains n'avaient plus fait de combat comme ça, consomme beaucoup plus de ces munitions dès que ça arrive, que eux, ils ne peuvent en recevoir des nouveaux. Et donc, on ne sait pas si c'est vrai, l'avenir dira si c'est vrai. Parce que, évidemment, vous l'avez bien vu, l'Ukraine est de plus en plus atteinte, comme nous allons le voir dans la prochaine séquence, et de plus en plus atteinte par Moscou. À chaque fois que maintenant la Russie tire sur l'Ukraine, elle réussit de plus en plus à atteindre ses objectifs en Ukraine. Pourquoi ? Parce que le système de défense, soi-disant l'ultime que l'Ukraine avait, c'était les Patriotes. Mais la dernière fois, vous attendiez que les États-Unis refusaient de vendre des Patriotes à l'Ukraine. Certainement pas parce que les États-Unis refuseraient de prendre de l'argent, mais peut-être que les États-Unis, puisqu'ils doivent en fournir à l'Allemagne, puisqu'ils doivent en fournir à Israël, et puisqu'ils doivent en fournir à toutes les personnes à qui ils ont vendu des systèmes patriotes, eh ben, ils ne vont pas continuer à les donner à l'Ukraine qui n'a pas d'argent pour rembourser, comme vous le savez, puisque apparemment, ce qu'on leur donne comme armement maintenant seront payés sur ce qui va se passer après le conflit, quand ils auront créé leur fonds d'investissement commun avec les États-Unis. Donc c'est juste un bordel pas possible. Et donc, voilà pourquoi je voulais mettre en corrélation toujours, parce que tous ces chaînes d'infos maintenant ne vous mettent plus en corrélation ces choses-là et vous isolent une information par rapport à l'autre. Et donc si vous ne faites pas l'effort
de les relier les uns aux autres, ça devient très compliqué d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe. On a commencé par la signature du contrat. Avant de signer le contrat, on avait échoué 2 fois. On s'est assuré que si ça devait capoter, on aura quand même ce qu'on voulait en faisant des accords avec les Russes et en pacifiant les choses à l'est du Congo. On a signé l'accord. Maintenant qu'on a signé l'accord, on commence à se désengager puisque on dit c'est trop compliqué, parlez-vous entre vous. Mais le parlez-vous entre vous, c'est remettre l'Ukraine devant la Russie. Tu peux te battre ou tu peux pas te battre. Si tu peux pas te battre, eh ben tu capitules. C'est plus ou moins le scénario que les États-Unis sont en train de pousser, et ce tour-ci, ça sera pas de leur faute. Puisque la Russie va être galvanisée à cause de ce qu'elle fait sur le terrain, et donc demandera plus, et l'Ukraine, plus elle va s'entêter, plus elle va s'en prendre plein la tête. Parce que comme nous venons de le voir, comme vient de le montrer cette information, il y aura de moins en moins d'armes disponibles pour lutter pour tout le monde. Donc ça veut dire que les Européens, même s'ils mettent l'argent, leur hold-up là, de 800 milliards, ne changera rien au fait que même s'ils mettent 800 milliards, ils ne pourront pas forcer la Chine à leur donner des terres rares pour qu'ils fabriquent des puces en veux tu vois, voilà, pour qu'ils puissent refabriquer les armes. Donc nous allons vers une complication pour eux,